non. Oui, mais ça c'est vrai. Ah bah écoutez, c'est très gentil, mais par contre, on est preneur de quelques vaccins s'il en faut. Surtout si vous êtes spectateur habituellement du Carré Magique. Ah, donc vous êtes solidaire avec notre besoin de réouverture. Non, non, il n'y a que des gens qui sont dans les cas. Je dirais que t'es spectateur. J'ai eu peur. Ah oui, bah, on va le savoir. Après, je te le passe, Yannick. Mais non, Non, il faut qu'on se mette autour de Philippe. C'est bon. On va se mettre, on est nombreux. Il faut qu'on se mette autour de toi. Philippe. Alors, seul. bah, écoutez, on va commencer cette petite rencontre de manière très simple. Hein. Déjà, que vous sachiez qui, à part vous, est dans nos murs. Donc, il s'agit des partenaires culturels du Grand Ouest, donc, qui regroupent une quarantaine de directrices et de directeurs, donc en charge de la programmation de Bretagne, d'établissements bretons et ligériens, Pays de la Loire. Donc, quasi à parité entre Bretagne et Pays de la Loire. C'est une, c'est un groupe de réflexion, de partage, d'échanges artistiques, de partage d'idées. Donc nous avons rédigé une tribune qui a été diffusée à la presse régionale, à la presse nationale, BRAC, ministère et autres, donc la semaine passée. Et bien sûr, les questions que vous vous posez, nous les posons aussi. Donc sachez que nous sommes effectivement sur un socle de pensée commun et avec les préoccupations qui sont celles de responsables d'établissements, sachant que les partenaires culturels du Grand Ouest, c'est à la fois des lieux labellisés, non labellisés, des théâtres de ville. Certains sont adhérents du Syndéac, certains sont adhérents du SNSP, certains ne sont pas syndiqués. Voilà, donc il y a une pluralité des points de vue. C'est un réseau qui est très structuré au sens où il a une grande histoire, mais il est informel au sens où il a toujours refusé, et je ne pense pas trahir les figures historiques du mouvement, de se constituer sur un mode associatif, voilà, tout simplement parce que les responsabilités des directrices et des directeurs n'ont pas les mêmes latitudes entre théâtre de ville et par exemple le Carré Magique qui est une structure associative, donc entre guillemets administrativement autonome en termes de gestion. Donc voilà un peu les nuances, un réseau informel mais un réseau qui se coopte, donc on n'entre pas comme ça, ce sont des choix, et des choix sur un fond, un arrière-plan artistique, évidemment, soutien de la création, résidence, engagement en coproduction, etc., etc. Mais je vais céder la parole les uns les autres vont se présenter, mais à Yannick Javaudin, donc, qui dirige l'entracte à Sablé-sur-Sarthe. Bonjour à tous. Philippe a bien résumé notre groupement. Déjà dire que nous on est solidaires bien sûr des actions d'occupation des théâtres et qu'il n'y a pas d'un côté les programmateurs et de l'autre côté les artistes et les techniciens. C'est un écosystème. Voilà, et donc là aujourd'hui il y a un mouvement depuis le 5 mars qui commence à donner une visibilité. Il y a des appels à mobilisation les 20 et 21 mars pour mobiliser les élus. On espère aussi les spectateurs qui sont les plus durs aussi à amener dans ce mouvement. Et nous, on a essayé de maintenir, même sans forcément faire une grande publicité, mais un soutien fort avec les artistes qu'on a programmés, en fonction de nos moyens, de pouvoir payer les représentations qui n'ont pas été faites, de mettre à disposition nos plateaux et de financer les résidences, et puis aussi de porter la parole auprès des institutions pour le soutien des métiers culturels. Donc après, on est prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Donc bonjour, je suis musicienne, je suis adhérente au SBAM, donc le syndicat breton des artistes musiciens. Et je voulais savoir, j'ai jeté un petit coup d'œil à ce sur quoi vous avez travaillé cet après-midi. Donc on comprend que vous êtes avec nous pour la réouverture des lieux. On comprend, c'est vos outils de travail,
Est-ce qu'il y a moyen que vous exprimiez votre solidarité, que ce soit par vos syndicats ou je ne sais pas par quel autre moyen, pour nos autres revendications qui sont par exemple la prolongation, la reconduction de l'année blanche pour les intermittents, enfin, des revendications de ce type-là. J'ai pas eu le temps de lire vraiment. Donc on affirme ça parce on le sait tous que l'intermittence est aussi une donnée économique qui vous permet de produire et qui nous permet aussi de travailler avec des techniciens en alternance et sur des temps qui ne sont pas de la permanence. Et donc on demande, on n'affirme pas de demander le report de l'année blanche, mais surtout le maintien du statut d'intermittence. C'est dans le texte du régime. Et donc à ce niveau-là, on a bien conscience aussi que ça fait vivre nos théâtres, ça nous permet aussi que vous viviez, mais que l'économie de diffusion des spectacles ne pourrait pas être la même sans ce régime spécifique. Et donc cette tribune, on a irrigué la presse bretonne et ligérienne, les médias nationaux, on a essayé de la porter le plus loin possible, elle commence à être reprise par certains médias, et je pense qu'en multipliant les actions et par différents angles, on peut espérer se faire entendre. En tous les cas, moi je vous souhaite, moi je suis tout solidaire avec vos mouvements, et je suis vraiment content qu'il y ait des choses qui se passent, et depuis 3 semaines, et qu'on voit que ça s'amplifie, en tous les cas, de ne pas avoir l'impression en tous les cas qu'on est à côté des salariés et qu'on est vraiment solidaire, même si on ne s'est pas beaucoup montré depuis 1 an et qu'on a eu des retours comme quoi on était assez docile, on nous disait on ferme, on a ça, tout ça. N'empêche que chez nous, on a essayé de préserver les emplois permanents, le management aussi des équipes, c'est très, très difficile, le rapport aux élus aussi qui mettent à disposition nos personnels pour les écoles ou les lieux pour leurs réunions et que nous on n'a pas le droit d'occuper pour des spectacles. Mais on est face à plein de situations aberrantes aussi. Et donc on ne fait pas forcément la publicité de tout ce pourquoi on se bat, mais en tous les cas on est de votre côté. Non, on est tous du même côté. Donc vous allez vous exprimer, vous allez être plus visible à nos côtés, avec vos syndicats ou sans Là, les prochains rendez-vous, c'est le 20-21 mars. Il y a aussi un rendez-vous, mais là il est très technique, le 22 mars, avec le staff direct de la ministre de la Culture, donc sa directrice de cabinet et les responsables de la DGCA, pour travailler sur les protocoles de réouverture des lieux. Donc il se trouve que il y a des trous dans la raquette, on en a conscience. Les salles, c'est une problématique. Je dirais que c'est une problématique qui est maîtrisée puisque nous avons rouvert à l'automne et nous n'avons pas connu, en tout cas à ma connaissance, et je pense à la connaissance de tout un chacun ici, nous n'avons pas connu de situation dramatique sur le plan sanitaire. Donc les lieux sont capables de mettre en place des protocoles pour que le public s'y sente en sécurité, on respecte les cadres. On a beaucoup respecté, effectivement, Yannick l'a dit, on a été très loin dans l'acceptation, puisqu'on a parlé de QR code, de passe sanitaire, tout en sachant que là se pose la question de l'atteinte aux libertés personnelles. Donc on a de ce fait un peu laissé de côté un temps seulement, le fameux article 25 de la loi sur la liberté. Donc ça c'est important, il faut le rappeler, c'est un article qui pose une vraie question éthique. Un homme, une femme en armes dans un théâtre, qu'est-ce que ça veut dire dans un lieu de concert, qu'est-ce que ça veut dire dans un festival, de manière anonyme. Donc c'est gravissime dans une démocratie telle que la nôtre, telle que nous la connaissions. Voilà. Sur la question très technique, très directe de l'intermittence, c'est clair, c'est net, c'est sans ambiguïté. Il y a une demande de proroger l'année au-delà du 31 août, bien sûr, parce que je vous le disais tout à l'heure, nous avons cette compréhension que le plus dur est à venir. C'est-à-dire que le jour où les théâtres, les lieux, les festivals vont reprendre, ça ne va pas être réglé. Il n'y a pas d'effet magique là-dessus. Nous sommes conscients de la difficulté qu'il va y avoir, parce que très vite la tentation va être la suivante. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert, ça y est, c'est parti. L'enjeu, c'est de ne pas dire « c'est reparti », comme s'il ne s'était rien passé depuis un an et demi. On sait que ça va être dramatique pour des spectacles en création. Le Carré Magique accompagne des équipes qui devaient créer en mars
pour certains, n'ont joué qu'une fois, 2 fois. Ce sont des spectacles qui devaient être créés. Donc il y a le problème de les rendre de nouveau visibles. En ce moment, on accueille, on l'a dit, des équipes artistiques sur les plateaux en résidence. De plus en plus dans le travail, elles ont conscience que, bah oui, on répète, c'est bien parce qu'on est dans le mouvement, mais en même temps, il y a un problème de fond, c'est quand est-ce qu'on va retrouver le public, c'est quand même ça l'enjeu. Donc il y a aussi un vide vertigineux, c'est-à-dire qu'on est au bord de la falaise. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on a un parachute ou est-ce que c'est vraiment un nombre qu'on n'a pas encore défini de spectacles qui vont disparaître avant même d'avoir existé? Non, il y a un drame artistique, il y a un drame social, et on sait qu'il va falloir entre 2 ans, 3 ans avant un retour à la normale. Mais 2 ans, 3 ans avec des revenus à la baisse, et il est clair que malheureusement, ce n'est pas une nouveauté, ça ne concerne pas que la culture. On se rend compte depuis quelques années, enfin ça commence à faire beaucoup, mais que les plus faibles, les plus fragiles sont les premiers qui payent. Et ce sont toujours les plus impactés, alors que d'autres solutions pourraient être mises en jeu. Un partage, une forme d'éthique et un partage un peu plus équitable pourrait aussi intégrer justement la réflexion. C'est-à-dire les acteurs du terrain que vous êtes, que nous sommes, nous réfléchissons, nous échangeons, nous travaillons à essayer en tout cas de pousser l'État, entre autres, les collectivités qui sont plus sensibles parce qu'elles sont directement sur le terrain, mais l'État pour que le cadre normatif qui régit la politique culturelle en France, qui est quand même très hiérarchisé, très pyramidal, vous avez des labels, vous avez une déclinaison très verticale, qu'il puisse y avoir plus d'horizontalité, plus de transparence, que les aides soient différemment posées, que la notion de recherche, la notion d'expérimentation et pas seulement la notion de spectacle soit prise en compte, que le temps long soit aussi pris en compte, que l'entraînement des artistes, je pense à la danse, je pense au cirque, soit également pris en compte. Donc tout ça est posé. Maintenant, il se trouve que étonnamment, comme dans beaucoup de secteurs, vous l'avez dit ce matin, nous sommes en crise, la situation est extrêmement tendue. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement entreprend de modifier, continue sa réforme du chômage. La retraite, il l'a laissée de côté, mais on sent bien que ça brûle les doigts. Donc, comment se fait-il que dans cette logique-là, même le ministère de la Culture est rentré dans cette pensée? C'est-à-dire que la Direction générale de la création artistique, là où se pensent les politiques culturelles, là où les crédits se posent, a engagé aussi sa réforme en pleine crise, a voulu mettre en jeu la réforme des compagnies, des aides aux compagnies. Ça partait d'un bon esprit au départ. Il se trouve que les textes ont été retoqués, notamment par le Conseil national des professions du spectacle, où sont présents les syndicats salariés, les syndicats employeurs. Tout le monde s'est rendu compte que cette réforme ne va pas dans le bon sens. Donc comment se fait-il que l'on veuille absolument réformer sur un mode qui pourrait, je schématise un peu, mais bon, vous m'aurez compris, qui s'inspire d'un esprit libéral? Comment est-ce qu'on réforme aujourd'hui sur un mode libéral alors que nous sommes dans une situation de crise où la notion de solidarité doit prévaloir? Voilà. Donc ça, c'est dit et redit. Je peux vous assurer que la dernière réunion avec le staff de la ministre a été tendue, très tendue, parce que les représentants des syndicats professionnels dans tous les secteurs ont hurlé quasiment en disant mais c'est pas possible, on tourne en rond, on n'arrête pas de se voir et de se revoir, les stades 0, 1, 2, 3, 4, 5 ont été écrits, il manque la colonne de l'État, c'est votre responsabilité, quelles sont vos réponses? Pour l'instant nous ne les avons pas. On nous demande juste pour le 22 mars de redire ce que nous acceptons, ce que nous pensons recevable et ce que nous pensons impossible. Dans les questions, c'est le couvre-feu à 18h, est-ce que ça vous va? Oui, non. La question du QR code, la question des jauges, est-ce que vous pouvez ouvrir un théâtre, mettre en œuvre un festival avec une jauge réduite à 35% de la salle? Voilà, donc ce sont des questions techniques
Il faut des questions techniques, bien sûr, mais la question, elle est sensible. En Bretagne, terre de festival d'été, on sait que la question de 5000 personnes en jauge assise, si je prends juste l'exemple qui doit se situer à peu près là-bas, à Carhaix, ils vont multiplier par 2, mais eux sont rentrés dans une négociation frontale, c'est-à-dire donnant-donnant. Nous allons faire un pas, 10 soirées à 5000, ce qui fait 50 000 et non pas 3 ou 4 soirs à 70 000. Mais dans ce cas-là, l'État, vous devez nous garantir qu'il n'y aura pas de déficit. Nous ne gagnerons pas d'argent, mais nous n'en perdrons pas. Donc la question, c'est que on ne peut pas décider le 1er juillet de passer à l'acte ou pas. C'est maintenant que ça se décide. Donc quelle est la véracité, la fiabilité de la parole de l'État? C'est là. En fait, la question du contrat de confiance. Voilà, nous en sommes là. Nous pensons, nous, qu'on peut rouvrir les salles. Apparemment, tout le monde ne le pense pas. Voilà. Pour compléter la réponse, Jean Boucard-Pornichet, je veux dire qu'en fait, c'est pas parce que vous ne voyez pas qu'on n'agit pas. Il faut savoir que beaucoup d'entre nous aussi travaillons dans les théâtres municipaux, donc on est fonctionnaires, et on est tenu à un devoir de réserve, mais ce qui ne nous empêche pas d'agir. Et donc effectivement, comme l'a dit Philippe, on a poussé nos organisations professionnelles à revendiquer un certain nombre de choses. Je vais en donner une par exemple. Dans la fonction publique, il y a une notion de service non fait où normalement on ne peut pas payer un spectacle quand il ne se joue pas. Et bien ça fait partie des choses sur lesquelles on est intervenu, qui a modifié pas mal de contrats cette saison. On a sensibilisé nos élus. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en France, c'est pas la culture, elle n'est pas payée principalement par l'État, ni par les régions, ni par les départements, mais par les collectivités locales. Le principal financeur de la culture en France aujourd'hui, c'est les collectivités locales. Et donc, on a sensibilisé nos élus à tout ça, et nos élus nous suivent derrière, enfin la plupart en tout cas nous suivent derrière cette idée qu'on peut rouvrir maintenant et tout de suite, qu'on a le savoir-faire et que c'est pas plus dangereux d'ouvrir un théâtre qu'un autre lieu. Certains de nos élus ont signé des tribunes. Si on a pu éditer ces tribunes, la plupart d'entre nous ont dû demander l'autorisation parce que ça se passe comme ça quand on est fonctionnaire, et nos élus l'ont donné. Et puis aussi, ce qui me semble important, c'est donc là il y a un feu qui monte de plus en plus depuis janvier, et qu'il faut l'entretenir par plein de bûches. Donc vous faites l'occupation des théâtres et c'est très bien. Nous, par exemple, on a fait cette tribune, on intervient par d'autres moments, et c'est, je pense que cette recherche-là qu'il faut avoir dans tous les sens. Et maintenant, je pense que l'un de nos objectifs, c'est d'amener le public dans cette affaire-là, quoi. Et c'est là aussi ce sur quoi on est en train de travailler. Donc, Ronan Léjean pour le SBAM. Je suis un collègue de musique de Céline et aussi un camarade. Donc. Effectivement, nous, ça fait à peu près un an qu'on est en lutte. Il y avait cette fameuse année blanche qui a été baptisée comme ça. On l'avait pas baptisée comme ça nous au départ, parce qu'en fait on voulait que ce décalage, on va dire, ce report, pas ce report, mais cette prolongation des droits pour les intermittents du spectacle soit vue en fonction des professions. Parce qu'effectivement, là on parle de salles, de spectacle, et effectivement l'expression culturelle en France, c'est pas uniquement les théâtres, on le sait tous. Il y a les festivals, mais il y a en Bretagne notamment, organisation associative dans le spectacle occasionnel. Et ce qui me permet de dire que ce qui finance le spectacle occasionnel, qui a un réel bassin d'emploi en Bretagne, c'est le public. Parce qu'en fait, le spectacle occasionnel n'est peu, voire pas du tout financé. En ce qui nous concerne, on a quand même furieusement l'impression d'être tout seul dans cette bagarre depuis un an. Je ne parle pas de vous en particulier, je parle aussi des syndicats d'employeurs. Je ne sais pas, mon but de ne pas savoir lequel ou laquelle d'entre vous est syndiqué ou pas, mais nous, on vient ici dans le théâtre, on est dans la rue, on était samedi dernier pour parler du secteur à Guingamp pour cette manif carnaval qui est un vrai succès. La prise de parole, elle a été aussi au public, parce qu'il y a des gens qui sont venus prendre la parole au syndicat dont on fait partie, en intersyndical, avec d'autres syndicats du spectacle. On aurait aimé, et on aimerait toujours, avoir la parole des employeurs. Parce que
effectivement, les tribunes, c'est intéressant, en fait. Enfin, je ne mésestime pas le travail qui est effectué, mais la sensation qu'on a, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on vient dans les théâtres, c'est aussi pour avoir un positionnement factuel, on va dire, des organisations patronales. Vous avez de la chance de voir la ministre de la Culture, nous, il a fallu qu'on occupe les théâtres pour que Madame Bachelot sorte du bois. Voilà. Donc il y a un phénomène d'urgence qui est très très fort. Il y a ce problème financier qui touche tous les professionnels du spectacle. Les précaires, j'en parle même pas, parce que les primo-entrants ont été privés de droits. Mais il y a aussi la détresse, on va dire, psychologique qui s'installe au bout d'un an sans activité, parce que c'est encore des lieux qui peuvent travailler. Mais ici, vous avez des gens qui ne travaillent pas dans les théâtres, pour qui l'activité depuis un an est nulle. Et jusqu'à quelle date, on ne le sait pas. Donc effectivement, on est assez ferme là-dessus, c'est que on n'aimerait pas être tout seul. L'amour, c'est bien, l'épreuve d'amour, c'est mieux. Voilà. Bon, en vrai, je suis assez d'accord. Parce qu'il y a des syndicats historiques qui sont un peu dinosaures quand même, et qui ont mis vachement de temps à réagir. Et il y a d'autres syndicats peut-être qui ont été un peu plus présents, comme le syndicat du cirque de création, qui a bien accompagné les structures de diffusion et qui a pris un certain galon en fait dans la lutte parce qu'ils ont été très réactifs. Mais c'est aussi parce qu'ils sont moins structurés pyramidalement, avec des gens qui sont installés depuis des années et qui sont un peu déconnectés des fois de la réalité du terrain. Bon, c'est mon avis personnel. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, pour être constructif, au bout d'un an, il y a un appel à mobilisation générale des syndicats d'employeurs. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Youn, tu veux conclure? Je veux bien conclure. Conclusion. On a entendu des choses intéressantes. Youn Perron, je suis le secrétaire général du SBAM CGT donc en Bretagne. Donc ce qui nous amène ici, c'est aussi, là on a parlé du volet, je dirais, purement professionnel, ce qui correspond à notre corporation professionnelle, mais je tiens aussi à souligner la solidarité que nous avons avec tous les précaires. Tous les précaires, c'est-à-dire dans une région comme la Bretagne, on ne travaille pas tout seul. Il y a l'événementiel, il y a toutes les saisons. On a l'occasion de pouvoir jouer dans des bistrots, dans le cadre des cafés culture, entre autres. Il y a plein de choses qui se passent comme ça. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt et cette population est très impactée par le chômage. Nous, on a eu la chance, quelque part, par nos luttes, d'obtenir le maintien de nos droits. Mais c'est pas un cadeau de l'État, c'est un maintien de cotisation sur une certaine période. Ils ne nous font pas de cadeaux, hein. Les cotisations, on les paye. On appelle ça des charges sociales quelque part, tout le temps. Mais donc aujourd'hui, nous, notre lutte, on veut qu'elle soit solidaire aussi de tous les laissés pour compte de cette crise-là. Les laissés pour compte de cette crise sont les personnes qui, dès le 1er juillet, vont voir leur cotisation, enfin leurs indemnisations plutôt au chômage baisser de 20 à 40%. Ça va impacter 800 000 personnes en France. Donc, dans le cadre de l'occupation que nous avons aujourd'hui, nous demandons aussi le retrait de cette réforme du chômage qui va impacter aussi par la suite, évidemment, les artistes et les techniciens que nous sommes. Donc voilà aussi ce que je voulais rajouter, quoi. Et aussi, donc, dans le cadre, c'était souligné tout à l'heure, au niveau des lois liberticides auxquelles nous assistons, est fort dangereuse, puisque bon, le port d'une arme dans un spectacle, on a pu le vivre, j'ai des mauvais souvenirs de ça, mais de voir quelqu'un sortir une arme dans une salle pendant un spectacle pose problème, même si elle est portée par un gendarme ou par un policier, parce que c'est pas le lieu pour ça. Donc ces lois liberticides, on n'en veut pas, et c'est vrai que notre mouvement ici, en particulier notre syndicat, mais les collectifs qui sont présents ici, sont absolument solidaires de la marche pour les libertés et aussi de l'abandon de cette loi discriminatoire qui enferme les quartiers, etc., et les associations dans un avenir très noir. Donc voilà ce que j'avais à rajouter. Et puis, on continue la lutte. Ouais. Occupons.
Merci beaucoup. Et mesdames. À plus tard.